Un nouveau clip sur la vie inhumaine en prison de Rick Harrison circule en ligne, et personne ne peut croire ce qu'il voit. La vidéo commence doucement, floue, mais elle est plus puissante que n'importe quel témoignage au tribunal ou interview aux heures de grande écoute. Cette séquence vous laissera certainement coller à l'écran. Internet n'a jamais vu cela venir pour Rick Harrison, l'ancien animateur de l'une des émissions de télé-réalité les plus emblématiques. Beaucoup pensaient qu'il disparaîtrait tranquillement dans l'obscurité après sa condamnation à perpétuité, un sort que beaucoup pensaient qu'il méritait. Mais ces images ont suscité la curiosité, incitant tout le monde à se demander, est-ce vraiment la fin comme le pensent les gens? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour suivre cette histoire dramatique. Mais au lieu de cela, le monde a eu quelque chose qui ressemblait à la scène d'ouverture d'un film d'horreur. Ce qu'ils ont vu, c'est un homme privé de sa dignité, emprisonné non seulement par des barres d'acier, mais aussi par un effondrement psychologique. Cela a laissé des millions de personnes stupéfaites, tremblantes, se demandant s'il s'agissait d'une punition ou de quelque chose de pire. Les premières images divulguées sont apparues sur un forum anonyme du web sombre, étiqueté avec la phrase effrayante « l'âme du pion oublié en chair et en os ». Au début, beaucoup l'ont considéré comme un canular élaboré, mais des versions plus claires ont commencé à apparaître sur TikTok, Telegram et finalement X. Il est devenu douloureusement clair que l'homme dans les images était Rick Harrison, mince, sale, méconnaissable. L'homme qui traversait autrefois avec confiance les couloirs de son prêteur sur gage à Las Vegas était désormais recroquevillé dans le coin d'une cellule de prison en ruine, se balançant lentement d'avant en arrière, tenant une photo jaunie ressemblant au magasin qu'il avait rendu célèbre. Il n'y avait aucun son dans la fuite originale, juste des sous-titres bruts ajoutés plus tard par des téléspectateurs qui prétendaient avoir lu les mouvements des lèvres de Rick. Ils n'ont jamais été des victimes, juste des oubliés de l'histoire. La phrase, une fois décodée, s'est répandue sur toutes les plateformes sociales. Certains y ont vu un aveu, d'autres le signe d'un effondrement psychologique complet. Pour la foule morbide et curieuse, c'était le début de l'un des événements publics les plus sombres de mémoire récente. Pour comprendre pourquoi cette vidéo a choqué la nation, vous devez d'abord comprendre qui était Rick Harrison. L'effondrement d'un homme né dans la misère, diagnostiqué épileptique lorsqu'il était enfant, contraint d'abandonner l'école, mais déterminé à s'élever au-dessus de tout cela. Il a transformé un petit prêteur sur gage en empire, puis en dynastie de la télévision. Des millions de personnes admiraient son éthique de travail, son sens des affaires et son charme. À bien des égards, il incarnait le rêve américain. Mais ce rêve a été corrompu lorsque les rumeurs de fraude fiscale ont dégénéré en quelque chose de bien plus sinistre après qu'un raid fédéral a découvert une unité de stockage liée à Rick. Avec un contenu inquiétant, des restes humains, de faux souvenirs liés à des crimes non résolus et une liste d'inventaire défilée en code, l'empire de Rick Harrison s'est effondré du jour au lendemain. Il a été arrêté devant des caméras clignotantes avec d'anciens employés en colère. La chute de Rick Harrison est devenue l'une des histoires les plus scandaleuses de la décennie. Au début de son procès, l'opinion publique s'était retournée contre lui. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, même après sa condamnation, c'était ce qui allait se passer ensuite. Les images divulguées en prison ne faisaient partie d'aucune enquête officielle. L'information n'a pas été diffusée sur 60 minutes ou CNN, mais provenait de l'intérieur, prétendument d'un lanceur d'alerte, un gardien de prison dégoûté du système. Ce garde a tout risqué pour faire sortir clandestinement les images. Ce faisant, ils ont non seulement révélé l'état actuel de Rick, mais aussi la brutalité qui a motivé son emprisonnement. Les images indéniables montrent Rick, mince, au visage creusé, aux joues creuses, ne portant pas de chemise, avec de profonds bleus s'étendant sur sa poitrine. Les murs de sa cellule étaient tachés de quelque chose de sombre, peut-être de la vieille nourriture, peut-être du sang. Le seul objet identifiable dans la pièce, outre son matelas déchiré, était une photo froissée dans un coin qu'il refusait de lâcher. Il se balançait d'avant en arrière, marmonnant des mots incohérents en direction des murs. Une partie d'Internet pense qu'il s'agit d'une preuve d'un incident mis en scène, une preuve montrant que le système tente activement de le briser. D'autres affirment qu'il a enfin vécu le tourment qu'il a causé aux autres à travers les crimes dont il était accusé. Ce qui est obsédant, c'est que Rick ne crie jamais. Il ne pleure jamais. Il se balance et murmure. Dans un clip ultérieur, quelques jours après la séquence originale, une voix peut être entendue derrière les barreaux. Ce n'est pas Rick, mais un autre détenu qui lui crie « Pon King, où est ta mère ?» Vient ensuite le bruit indubitable de quelque chose de mouillé et lourd projeté contre les barreaux. Rick reste imperturbable. Il lève simplement les yeux vides, et marmonne « Histoire ».
En moins d'une semaine, la vidéo a été visionnée plus de 140 millions de fois, avec des hashtags comme #Ponsoul et #RickInel devenant une tendance mondiale. Cependant, parmi les créateurs de mèmes et les comédiens Internet, quelque chose de plus profond a commencé à remuer. De célèbres militants des droits humains ont commencé à s'en rendre compte et une lettre ouverte d'Amnesty International a été épinglée, exigeant une enquête immédiate sur la manière dont Harrison était traité. Ils ont souligné d'autres tendances troublantes dans la prison, telles que l'isolement cellulaire utilisé comme punition régulière, les peines répétées la nuit et l'accès restreint à la nourriture. Puis sont arrivées les rumeurs qui ont tout bouleversé. Il y avait davantage de bandes vidéo, et les images que le monde avait vues n'étaient qu'un aperçu de la véritable horreur qui se passait quotidiennement derrière les barreaux. Les gardes auraient été chargés d'éroder psychologiquement le sentiment d'identité de Rick grâce à une manipulation soigneusement conçue. On lui aurait montré de fausses images de son fils Cory se moquant de lui. Il aurait été nourri avec de la nourriture contenant de la drogue, et les détenus auraient été payés avec des cigarettes pour narguer la star du pion. Rien de tout cela n'a été confirmé, mais cette spéculation a suffi à plonger l'histoire encore plus loin dans le chaos. Les vidéos TikTok analysant chaque mouvement effectué par Rick dans les images sont devenues virales. Les téléspectateurs ont affirmé avoir vu du code Morse tapé sur le mur. Une vidéo avec plus de 30 millions de vues affirmait que Rick avait envoyé un message secret demandant de l'aide. D'autres ont émis l'hypothèse que les images elles-mêmes avaient été mises en scène par la prison comme une forme de guerre psychologique contre le public, une expérience d'indifférence. Pendant ce temps, History Channel a supprimé tous les épisodes de Pawn Stars de sa plateforme de streaming sans commentaire. Cory Harrison, le fils et co-star de Rick, a été approché par plusieurs médias mais a refusé toutes les interviews. Sous la pression des journalistes de TMZ dans une station-service, Cory a simplement répondu « aucun commentaire » avant de repartir. Mais le silence parle de lui-même, et dans ce vide, Internet est devenu plus bruyant. Certains ont demandé la libération immédiate de Rick, arguant qu'aucun être humain, quels que soient ses crimes, ne devrait endurer une telle inhumanité. D'autres ont souligné qu'il s'agissait d'une rétribution karmique, d'une punition pour les vies prétendument détruites par l'avidité, la manipulation et la soif insatiable de gloire d'Harrison. Alors, quelle est la vérité? Rick Harrison est-il un génie incompris qui a franchi les frontières juridiques dans le but de préserver l'histoire, ou un criminel de sang-froid se cachant derrière le charme de l'Americana? Ces images divulguées sont-elles un appel à l'aide ou une forme cinématographique de punition exécutée avec une cruauté chirurgicale? Une chose est sûre. Quelle que soit l'image que vous aviez de Rick Harrison, l'homme dans cette cellule de prison n'est plus lui. Il n'est plus le roi du pion qui gagne de l'argent avec le sourire pendant la guerre civile. Chef d'une famille de prêteurs sur gages, Rick Harrison n'est plus le visage de l'agitation à Las Vegas. Il est désormais prisonnier du temps, de la culpabilité, de la machine même qu'il a créée et détruite. Et le monde regarde de près. Rick Harrison n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. En fait, si l'on disait à quelqu'un dans les régions reculées de Caroline du Nord dans les années 1960 qu'un enfant comme Rick deviendrait un jour le visage d'une marque de télévision valant plusieurs millions de dollars, la plupart riraient avec incrédulité. Son histoire est loin d'être glamour. Elle est marquée par la maladie, les difficultés d'apprentissage et les difficultés financières. Et c'est exactement ce qui rend sa renommée si convaincante. Il représente l'arnaqueur américain ordinaire, un homme qui a commencé avec presque rien et, grâce à son intelligence et sa détermination, a construit un empire. Mais avec le recul, il y avait probablement toujours des signes indiquant que quelque chose de plus sombre se cachait sous la surface de cet empire. C'est une ambition, souvent louée, qui peut toujours tracer une frontière ténue entre le génie et le crime. Rick est né le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, et a reçu un diagnostic d'épilepsie lorsqu'il était enfant. Il avait des crises fréquentes qui lui faisaient manquer de longues périodes d'école. La plupart des enfants prennent du retard, mais Rick a transformé son isolement en auto-apprentissage, passant de nombreuses heures seul. Il s'est plongé dans des livres, principalement sur l'histoire, les armes et les objets de collection. Son obsession initiale pour les objets rares et inhabituels a ensuite façonné sa marque, mais à l'époque, il n'était qu'un enfant essayant de donner un sens au monde. Sa famille a déménagé à San Diego et s'est finalement installée à Las Vegas, dans le Nevada, une ville qui prospérait grâce aux risques, à la tromperie et aux illusions, parfaite pour un futur roi des pions. Au début des années 1980, Rick et son père, Richard Benjamin Harrison, ont ouvert un prêteur sur gage en or et en argent qu'ils avaient gagné auprès de prêteurs sur gage. Ce n'est pas vraiment un travail glamour, les prêteurs sur gage sont souvent difficiles et remplis de gens au bord du désespoir.
Mais Rick a vu une opportunité dans le chaos. Il ne voulait pas seulement échanger de vieux trucs contre de l'argent. Il voulait faire du prêt sur gage une forme de divertissement, et il savait que c'était possible. En 2009, après des années à présenter son idée, History Channel lui a finalement donné son feu vert. Et cette décision a tout changé. Pawn Stars est devenu un phénomène culturel instantané, non seulement en raison des objets achetés et vendus, mais aussi en raison des histoires qui se cachent derrière ces objets. Une épée de la guerre civile, une carte du XVIIIe siècle, des guitares de légende disparues depuis longtemps. L'émission combinait commerce et nostalgie, et Rick était au centre de tout cela, l'animateur avec un sourire narquois omniprésent et une connaissance encyclopédique de tout, des machines à sous classiques aux objets personnels d'Abraham Lincoln. L'émission a non seulement attiré les téléspectateurs, mais a également créé un mouvement. Les touristes ont commencé à affluer vers le prêteur sur gage d'or et d'argent en nombre atteignant des centaines chaque jour, les marchandises s'envolant des étagères. Rick Harrison était devenu plus qu'un simple homme d'affaires. Il était désormais une marque. Il a fait des publicités, organisé des conférences et participé à des événements politiques. Pendant plus d'une décennie, son image est devenue synonyme de l'esprit résilié et du sens des affaires des honnêtes Américains. Mais ce que les fans n'ont pas vu dans les coulisses, c'est la paranoïa croissante, les chuchotements, les documents scellés et les vérités indescriptibles de plus en plus nombreuses. Alors que Rick présentait une stabilité à l'extérieur, des sources ont indiqué que les tensions au sein du prêteur sur gage s'intensifiaient. Les taux de rotation du personnel ont augmenté. Le personnel de longue date a commencé à disparaître sans explication, et même l'équipe de tournage a signalé un comportement erratique, des retards dans le tournage, des écarts financiers inexpliqués et des préoccupations juridiques croissantes quant à l'authenticité des articles achetés et vendus à l'antenne. En 2017, les procès discrets ont commencé à s'accumuler. D'anciens employés ont accusé Rick de manipulation des salaires, de manipulation des notes et de pression sur eux pour qu'ils gardent le silence sur des transactions commerciales louches. La plupart de ces poursuites ont été réglées à l'amiable, sans reconnaissance publique, juste des NDA et des plaignants disparus. Puis vint la première fissure majeure de la façade. Un article de presse indépendant du Nevada a révélé que Rick avait transféré plus de 2,3 millions via des comptes offshore en utilisant des sociétés écrans liées à la vente de souvenirs contrefaits. L'article a été largement ignoré par les grands médias, qualifié de complot ou d'amertume de la part d'anciens partenaires mécontents. Mais les enquêteurs fédéraux ne l'ont pas écarté. En 2019, la surveillance de l'IRS a conduit à un audit discret. Cet audit a conduit à un mandat d'arrêt, et l'arrestation a conduit à une perquisition dans une unité de stockage louée par une société liée aux opérations de prêt sur gage de Rick. Ce qui a été trouvé à l'intérieur a tout changé. Les autorités ont découvert des dizaines de caisses étiquetées comme stockage historique, à l'intérieur desquelles se trouvaient de fausses gravures de Picasso, de fausses médailles de guerre, des restes humains enveloppés dans du plastique avec des étiquettes partiellement identifiables liées à des cas non résolus à Las Vegas et en Arizona. Une découverte effrayante a été un classeur étiqueté les biens récupérés, contenant des photos qui semblaient être des sites de fouilles, peut-être des tombes, et des documents de fouilles d'objets. Les enquêteurs ont également découvert un journal manuscrit qui aurait été écrit par Rick, contenant des réflexions troublantes sur la préservation d'histoires que le monde voulait oublier. Le pays était sous le choc. L'homme qui autrefois charmait des célébrités et captivait des millions de personnes à la télévision hebdomadaire faisait désormais face à de multiples accusations allant de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent à la falsification de preuves et au trafic d'objets historiques volés. Des questions plus inquiétantes ont surgi. Est-ce que c'est lié à Rick? Qui sont ses victimes? Quelque chose de plus sombre se passe-t-il? L'arrestation de Rick début 2020 a été dramatique. Entouré d'agents fédéraux devant le prêteur sur gage, Rick n'aurait pas résisté. Des témoins ont affirmé qu'il avait simplement levé les mains et murmuré « J'ai été vendu ». Il a été menotté devant une foule de figurants touristiques, dont certains tenaient encore des exemplaires signés de ses mémoires à succès, autorisés à mettre en gage. La réaction du public a été rapide et brutale. Alors que certains fans fidèles ont initialement refusé de croire aux accusations, les preuves croissantes d'une vidéo de l'unité de stockage montrant des équipes de manutention de matières dangereuses sortant des caisses ont commencé à inverser la tendance. Ces derniers protecteurs commencèrent à se taire. History Channel a immédiatement annulé l'émission et a publié une brève déclaration rompant les liens avec Rick, Gold et Silver. Les sponsors du prêteur sur gage se sont retirés. Les partenariats commerciaux se sont effondrés. Et puis vint le procès, un drame de longue date qui ne cachait rien et révélait plus que ce que la plupart des gens craignaient. Les procureurs ont révélé des pistes financières choquantes.
des millions de dollars ont été blanchis par l'intermédiaire d'organisations caritatives et de sociétés fictives, certaines enregistrées aux îles Caïmans, d'autres sous les noms de personnes décédées. Les témoins comprenaient d'anciens évaluateurs, des historiens légistes et même des familles en deuil qui affirmaient que Rick avait acheté des objets de famille volés liés à leurs proches disparus. Les accusations n'étaient plus seulement financières, mais personnelles et véritablement horribles. Le témoignage le plus accablant est venu d'un témoin d'immunité qui a déclaré que Rick avait non seulement vendu sciemment des artefacts contrefaits, mais qu'il l'avait fait en sachant parfaitement que certains de ces objets étaient liés à des enquêtes en cours. Il a affirmé que Rick plaisantait souvent, les morts ne racontent pas d'histoire, mais leurs affaires se vendent comme des petits pains. Le jury a mis moins de 5 heures pour rendre un verdict de culpabilité sur toutes les accusations dans une affaire qui a provoqué une onde de choc dans les principaux médias. Le juge n'a fait aucune déclaration ambiguë, affirmant que Rick n'avait pas seulement fraudé les banques ou trahi la confiance du public. Il trafiquait la mort. Il avait volé l'histoire dans un but lucratif. Et désormais, l'histoire se souviendra de lui non pas comme d'un homme d'affaires, mais comme d'un récit édifiant. Rick Harrison a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'animateur de télévision autrefois souriant était désormais un criminel reconnu coupable, enchaîné à la cheville. Et pour beaucoup, c'est là que l'histoire aurait dû se terminer. Mais ce n'est pas le cas. L'empire est peut-être tombé. Le magasin a peut-être fermé. L'homme a peut-être disparu derrière des murs de béton et des barbelés, mais la vérité a quand même fuité. Ce qui se passera ensuite, ce qui surgira de derrière les murs de cette prison, transformera ce récit édifiant en quelque chose de beaucoup plus froid, quelque chose que même les critiques les plus sévères n'auraient pas pu prévoir. Un homme peut tout perdre tout en conservant sa raison. Mais Rick Harrison, comme le monde allait le savoir, avait également perdu cela. Tout a commencé par des chuchotements et s'est terminé par les gros titres. Alors que la vérité sur les crimes présumés de Rick Harrison commençait à faire surface, c'était comme si le pays était entraîné dans un vortex de scepticisme. Ce qui a commencé comme une simple affaire d'évasion fiscale s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus sinistre, complexe, troublant et finalement plus déroutant. Ce qui a choqué l'Amérique n'était pas seulement l'ampleur des accusations, mais aussi la révélation que Rick, un homme accueilli dans des millions de salons chaque semaine, aurait pu vivre une double vie enracinée dans l'avidité, la tromperie et une obsession tordue du passé. La première accusation publique a été la fraude fiscale, ce qui n'est pas rare pour des personnalités de premier plan et n'a certainement pas suffi à renverser un empire médiatique. Selon les procureurs fédéraux, Rick avait déclaré des revenus de plus de 7 millions de dollars sur une période de 8 ans. Ces revenus auraient été blanchis par l'intermédiaire de diverses sociétés écrans, notamment les revenus provenant de transactions de vente à l'étranger, de transactions sur le marché noir impliquant des objets rares et de transactions secrètes jamais officiellement enregistrées dans son magasin. Mais les enquêteurs ne se sont pas arrêtés là. En fait, ils ne faisaient que commencer. La véritable bombe est tombée quelques semaines plus tard lorsqu'un acte d'accusation fédéral scellé a été divulgué à la presse. La liste des nouvelles accusations comprenait non seulement l'évasion fiscale, mais aussi le blanchiment d'argent international, le complot en vue de frauder, la falsification de documents historiques et le trafic de biens volés. Une accusation spécifique qui a attiré l'attention nationale et provoqué une tempête sur Internet était la possession illégale de restes humains. Cette dernière accusation a déclenché la tempête. L'unité de stockage a tout déplacé vers une modeste installation à température contrôlée enregistrée auprès d'une LLC nommée Recollector Holdings. Sur le papier, il s'agissait d'une entreprise générique de stockage d'objets de collection, mais en réalité, c'était l'épicentre des secrets les plus sombres de Rick. Lors d'un raid, des agents fédéraux ont trouvé l'unité remplie de caisses en bois accrochées au mur. Chaque caisse était soigneusement étiquetée et scellée sous vide dans du plastique. Les étiquettes allaient de boutons inoffensifs de la guerre civile, d'épinglettes présidentielles et de disques vinyles signés à d'étranges fragments d'os. Un cuir chevelu aux cheveux tressés et un crâne d'enfant non identifié datant de 1871 ont été retrouvés à l'intérieur de caisses. Non seulement des artefacts historiques, mais aussi ceux que les experts légistes ont identifiés plus tard comme de véritables restes humains. Certaines ont été préservées tandis que d'autres se sont délabrées. Il existait également des documents reliant bon nombre de ces restes à des disparitions non résolues dans le Nevada, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Une caisse contenait 2 crânes avec des étiquettes manuscrites sur les mâchoires. L'un d'entre eux intitulé John Doe, trouvé à l'extérieur d'Elko en 2006, non réclamé. L'autre a simplement dit « L'histoire mérite une place ». Cette phrase étrange et ambiguë entra les enquêteurs tout au long de l'affaire. Lors d'entretiens avec les forces de l'ordre,
il est devenu clair que les actions présumées de Rick n'étaient pas uniquement destinées au profit, mais faisaient allusion à quelque chose de beaucoup plus complexe sur le plan psychologique. Une enquête plus approfondie a révélé un journal que Rick avait tenu pendant des années intitulé Artifact of the Forgotten, écrit avec une écriture petite et dense, consignant ses réflexions sur la préservation des histoires oubliées, son mépris pour l'histoire de la pop et une philosophie qui se considérait comme le gardien des vérités que le monde voulait enterrer. Dans un article, il a écrit « L'histoire ne vit pas seulement dans les livres. Elle vit dans la poussière, dans les os, dans des choses dont personne ne veut se souvenir. Je collectionne pour que le monde n'oublie pas. » Ce journal, une fois vérifié, est devenu l'épine dorsale du récit de l'accusation selon lequel Rick Harrison n'était pas seulement un individu avare exploitant un système défaillant, mais quelqu'un qui avait franchi les limites morales et éthiques au-delà du retour. Il a utilisé sa plateforme, sa renommée et son accès non seulement pour amasser des richesses, mais aussi pour créer une collection secrète enfouie dans les corps et le sang. L'affaire est devenue une mosaïque macabre lorsqu'il a été révélé que Rick avait vendu au moins 3 fois des souvenirs de célébrités contrefaits liés à des décès célèbres. L'un de ces objets était une mèche de cheveux censée appartenir à Marilyn Monroe, dont les tests ADN ont prouvé plus tard qu'elle était non seulement fausse, mais également prélevée sur un cadavre féminin non identifié stocké dans le même établissement. Le procès est devenu un cirque avec des procureurs faisant appel à des anthropologues légistes et à des experts légistes. Découvertes et témoignages choquants au tribunal. Des agents du FBI à la retraite ont déclaré avoir découvert un réseau de transactions financières s'étendant sur 3 continents, avec des comptes offshore aux îles Caïmans et en Suisse. De fausses organisations caritatives ont été créées sous couvert de préservation d'objets historiques, l'argent étant acheminé vers des coffres-forts privés et des coffres-forts secrets. Un coffre-fort a été découvert derrière un faux mur dans le prêteur sur gage, contenant plus de 2 millions de dollars en espèces introuvables et un paquet de dents humaines enveloppées dans un drapeau américain. Les témoignages d'anciens employés ont également été profondément troublants. L'un d'eux a affirmé que Rick avait un sous-sol secret sous le prêteur sur gage où il stockait des objets invendables. Un autre a déclaré avoir entendu des sons étranges comme des gémissements, des cliquetis ou des voix lointaines émanant du sous-sol tard dans la nuit. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils ne s'étaient pas manifestés plus tôt, de nombreux témoins ont évoqué la peur, les menaces et les accords de non-divulgation imposés par des menaces de représailles. Un ancien évaluateur qui a travaillé sur Pawn Stars a déclaré que Rick leur demandait fréquemment de gonfler la valeur de faux articles connus, puis de proposer ces articles à des acheteurs privilégiés hors caméra. Il ne s'agissait pas seulement d'augmenter la valeur de l'exposition, mais aussi d'utiliser la plateforme pour blanchir de l'argent en transformant des artefacts contrefaits en biens légitimes, et parfois en échangeant des objets originaux contre des contrefaçons avant que l'évaluation ne soit terminée. Cependant, ce sont les restes humains qui ont attiré le plus l'attention du public. Les médecins légistes ont témoigné qu'au moins 4 ensembles d'os trouvés parmi les possessions de Rick présentaient des signes de chirurgie post-mortem, comme si quelqu'un avait tenté de reconstituer différents os pour former des squelettes hybrides. Un crâne était monté sur une plaque de bois comme un trophée de chasse. Les experts ont confirmé que le crâne avait été scié avec précision, puis laqué et gravé de la phrase « La vérité a un visage ». Malgré les preuves alarmantes, le silence de Rick a amplifié l'horreur tout au long du procès. Il a dit très peu de choses et son équipe juridique a affirmé qu'il était mentalement diminué, tandis que l'accusation a soutenu qu'il s'agissait d'une manipulation stratégique consistant à défier le silence. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de s'exprimer avant le prononcé de la peine, Rick a refusé, fixant le sol, le visage aussi froid que de l'argent, impassible. Il n'y a eu qu'un seul moment qui a brisé ce silence lorsque les procureurs ont diffusé un extrait de Pawn Stars dans les plaidoiries finales, un épisode dans lequel Rick discutait de la valeur de l'authenticité. Un regard étrange traversa brièvement son visage, qui selon les observateurs, n'était qu'un léger sourire qui disparut presque immédiatement. Le jury a délibéré pendant moins de 6 heures avant de rendre un verdict unanime. Rick Harrison a été reconnu coupable de toutes les accusations majeures, évasion fiscale, trafic de biens volés, falsification de documents historiques, abus de restes humains, entrave à la justice et complot en vue de frauder. Le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, qualifiant ces actes de froid mélange d'opportunisme, de tromperie et d'exploitation humaine déguisée en préservation de l'histoire. La nation est devenue silencieuse. Les médias ont eu du mal à décrire l'ampleur de l'affaire. Les analystes ont comparé ce procès à ceux de personnalités notoires comme Bernie Madoff ou Jeffrey Dahmer, non pas en raison de crimes similaires, mais en raison de l'impact psychologique qu'il a laissé. Ce n'était pas seulement une disgrâce. C'était une plongée dans les ténèbres avec chaque couche de révélation plus troublante que la précédente. L'expression
pire que la mort, a commencé à être populaire, non pas en réponse au crime, mais à la fuite d'informations sur les images de la prison à venir. Avant que ces images ne fassent surface, Rick Harrison a été condamné à quelque chose qui pourrait être considéré comme plus effrayant que la mort, l'isolement absolu, l'effacement de la culture et un héritage empoisonné à jamais. L'homme qui avait autrefois transformé l'histoire en marché était devenu un fantôme qu'il avait lui-même créé, et le monde ne regarderait plus jamais les prêteurs sur gage ou la télé-réalité de la même façon. Le procès de Rick Harrison n'a pas seulement attiré le public, il l'a englouti. Au moment où la déclaration liminaire a été faite, la salle d'audience était devenue un théâtre de scepticisme. Les analystes juridiques l'ont qualifié de procès de la décennie, non seulement en raison du caractère très médiatisé de l'accusé, mais aussi en raison de la complexité absolue, de l'horreur et des intrigues psychologiques qui se chevauchent tout au long de l'affaire. L'accusation a qualifié cela de profanation systématique de l'histoire, de la finance et de l'humanité, tandis que la défense a décrit Rick comme un collectionneur incompris, un homme obsédé par le passé et motivé par la contrainte et non par la corruption. Rien n'aurait pu préparer quiconque à ce qui allait se dérouler dans les 7 semaines suivantes. Tenu dans un palais de justice fédéral de haute sécurité au centre-ville de Las Vegas, le procès a attiré un casting tournant de personnalités des médias, de juristes et même de célébrités, dont beaucoup étaient apparus sur Pawn Stars et luttaient désormais avec leur lien avec un homme considéré comme un monstre des temps modernes. La salle d'audience elle-même a dû être spécialement conçue avec des sièges et une sécurité supplémentaire. Le public a commencé à faire la queue à l'extérieur avant l'aube, dans l'espoir de s'assurer une des places limitées dans la salle d'audience. Campant devant le palais de justice, les réseaux sociaux ont explosé avec des mises à jour quotidiennes. Rick arrivait chaque matin sous garde armée, enchaîné et silencieux. Il avait perdu du poids, son visage autrefois plein était désormais décharné et sans expression, ses cheveux clairsemés et grisonnants plus que jamais. Il établissait rarement un contact visuel avec la foule. L'homme qui affichait autrefois un sourire ironique à la télévision nationale regardait désormais droit devant lui, comme s'il purgeait déjà sa peine dans son esprit. Le parquet s'est ouvert en trombe, affichant un grand écran numérique montrant une photo de l'unité de stockage, 2 crânes humains côte à côte, chacun avec des étiquettes manuscrites attachées aux mâchoires. Des chuchotements se sont répandus dans la salle d'audience lorsque le procureur principal s'est levé et a déclaré « Mesdames et messieurs du jury, il ne s'agit pas d'une affaire de télévision. C'est d'une affaire d'os, de sang et de trahison. » L'accusation a établi une chronologie frappante de la descente de Rick Harrison dans des activités illégales. Des documents financiers, des chaînes de courrier électronique, des journaux d'expédition et des registres manuscrits ont été utilisés pour suivre la manière dont les artefacts étaient acquis, mal évalués et vendus. Une série de vidéos montrait Rick en train de négocier avec des stars du prêteur sur gage pour des articles spécifiques, dont beaucoup, selon les procureurs, avaient été échangés ou mal authentifiés. Cependant, ce sont les témoignages qui ont ajouté le poids émotionnel à l'affaire. Premièrement, des jurys comptables, des historiens, des archivistes et des spécialistes des artefacts ont témoigné sur la façon dont Rick avait contourné la loi, blanchi de l'argent et falsifié des documents de provenance pour gonfler la valeur de ces objets. Un expert a affirmé que près de 40% des articles présentés sur Pawn Stars avaient des origines ou une authenticité douteuse. Dans un exemple, un fusil de la guerre civile a été retracé jusqu'à un magasin d'accessoires à Las Vegas. Viennent ensuite les témoignages d'anciens employés de pawn shop et de membres de l'équipe de l'émission. Certains ont décrit une culture secrète au sein de l'entreprise, une hiérarchie en coulisses où Rick prenait des décisions et s'entourait de complices. Un caméraman a témoigné que Rick lui murmurait parfois « Faites-le briller quoi qu'il arrive », lorsque l'authenticité d'un objet était en question. Un autre employé en charge de l'expédition a révélé que les articles envoyés aux acheteurs internationaux étaient souvent modifiés après évaluation, remplacés par des répliques moins chères, tandis que les originaux étaient stockés pour être revendus aux particuliers. Le témoignage le plus émouvant est venu des familles de restes humains non identifiés. Une femme a décrit en larmes comment son frère a disparu en 2012, pour ensuite voir son travail apparaître dans l'unité de stockage. Un autre homme a parlé du bracelet de sa mère volé lors d'un vol, puis répertorié dans une vente aux enchères en ligne qui n'existe plus. Ces témoins ont non seulement fait le lien mais ont également personnalisé les conséquences. Il ne s'agissait plus de chiffres ou de paperasse, mais de vies humaines, de traumatisme et de trahison de confiance. La défense a riposté, mais les attaques ont été implacables. Ils ont fait valoir que Rick souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif non diagnostiqué, qu'il avait développé une dépendance à la collection et que sa soif de préserver l'histoire s'était transformée en une dépendance psychologique. Ses avocats ont affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit et que ses actes, bien que discutables,
résultait de troubles émotionnels et non d'une cupidité malveillante. Ils ont même présenté des extraits du journal personnel de Rick remplis de réflexions décousues sur l'histoire, le patrimoine et la solitude. Une entrée de journal lue à haute voix contenait « Les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent une version du passé qui les met à l'aise. Je la leur donne simplement. » Nettoyé, encadré et peaufiné. La défense a tenté de présenter Rick comme un homme submergé par le mythe qu'il avait lui-même créé, quelqu'un qui avait perdu le contrôle de l'histoire qu'il avait créée. Ils ont souligné qu'il n'avait pas de casier judiciaire, ses problèmes de santé et ses contributions à l'enseignement historique. Un psychiatre a témoigné que Rick montrait de graves signes de détachement de la réalité et qu'il devrait être placé en institution plutôt qu'emprisonné. Mais l'accusation a répliqué avec force. Ils ont présenté des images de surveillance montrant Rick supervisant personnellement l'emballage des produits modifiés, les artefacts révélés dans les courriels dans lesquels Rick demande aux évaluateurs de gonfler cette foutue histoire si cela rend l'article plus précieux. Le plus condamnable était peut-être les éléments de preuve montrant que Rick avait contacté un homme sur le dark web pour s'enquérir de solutions de stockage hors marché pour des stocks fragiles, une référence énigmatique qui, selon l'accusation, était liée à des restes humains. La salle d'audience était stupéfaite, non seulement parce que Rick avait fait quelque chose d'illégal, mais aussi à cause de la froideur et de la détermination de Rick. Dès la 5e semaine, le procès était devenu un spectacle auquel le public ne pouvait cesser de prêter attention. L'expression « prédateur de stars du pion » est devenue une tendance, les médias quotidiens rapportant, analysant chaque témoignage, et des podcasts ont émergé du jour au lendemain, consacrés uniquement au procès. Des marchandises ont même commencé à être produites, de faux os réels, des t-shirts et des épinglettes avec la phrase « préserve ceci ». Malgré tout cela, Rick est resté silencieux. Il n'a pas témoigné. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas regardé le jury une seule fois. Ses avocats ont affirmé que cela était dû à la détérioration de sa santé mentale, mais d'autres ne savaient pas s'il s'agissait d'un mépris flagrant de la honte ou de quelque chose de plus sinistre, d'un ego peu disposé à admettre quoi que ce soit, même au bord de l'effondrement. Les derniers instants du procès brûlaient dans l'air. L'accusation s'est terminée par un simple diaporama montrant des photos de chaque victime associée aux restes trouvés en possession de Rick. Au fur et à mesure de l'affichage de chaque image, le procureur a lu leur nom, la date de leur disparition et le dernier lieu connu. La pièce devint silencieuse. Pas de théâtre, pas de gadget, juste la vérité, les visages et le rappel obsédant que l'histoire n'est pas créée par des collectionneurs, mais par ceux qui méritent d'être rappelés de manière authentique. Le jury s'est retiré pour délibérer et, 6 heures plus tard, il est revenu avec un verdict unanime de culpabilité sur toutes les accusations. Lorsque le juge a parlé à Rick pour annoncer la sentence, sa voix était calme mais inflexible. Monsieur Harrison, vous n'avez pas seulement exploité l'histoire, vous l'avez violée. Vous avez transformé la vérité en marchandise, profitant de la douleur, et ce faisant, vous avez franchi la frontière entre curiosité et cruauté. Rick a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il n'a manifesté aucune réaction autre qu'un léger déplacement de sa chaise. Son fils Corey était notamment absent de la salle d'audience, tout comme d'autres membres de la famille et anciens collègues. Ainsi, le rideau est tombé sur le procès public de Rick Harrison. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que l'histoire ne faisait que commencer. Ce qui s'est passé dans cette salle d'audience a choqué l'Amérique. La salle d'audience à l'intérieur des murs de la prison rendrait la situation encore plus horrible. Gavel venait de faire le dernier pas lorsque Rick Harrison a été escorté hors de la salle d'audience dans un véhicule de transport sécurisé de la prison qui attendait devant le palais de justice. Enchaîné aux poignets et aux chevilles, il a été placé dans un véhicule sans marque d'identification, juste un simple camion blanc avec des fenêtres en acier renforcé. Cette fois, il n'y avait pas de journalistes, pas de tapis rouge avec des caméras clignotantes, juste le bruit silencieux de l'acier et le bourdonnement lointain du moteur du camion alors qu'il s'éloignait, emportant les restes d'un homme autrefois admiré par des millions de personnes. Rick a été emmené dans une prison fédérale située dans une zone non divulguée du Sud-Ouest, un établissement à sécurité maximale connu parmi les initiés pour ses conditions difficiles et le traitement brutal des prisonniers à haut risque. Le nom de la prison est toujours expurgé dans les documents officiels, mais ce que nous savons maintenant, c'est qu'il s'agit d'un établissement destiné à ceux qui sont considérés comme des évadés à haut risque et une menace pour l'ordre de l'organisation. Dès l'instant où Rick est entré dans le bâtiment, le ton était donné. Des rapports divulgués recueillis par des journalistes d'investigation décrivaient que Rick avait été soumis à une fouille corporelle complète, à une décontamination chimique et à une évaluation psychologique qui a duré moins de 15 minutes. Ses effets personnels,
Les quelques objets qu'il était autorisé à emporter avec lui ont été confisqués. On lui a remis une combinaison grise, de vieilles bottes et une fine couverture. Sa cellule, mesurant 6 pieds sur 9 pieds, était bordée de barres de métal rouillées et d'un sol en béton fissuré. Pas de livres, pas d'épingles, pas de contact avec le monde extérieur. Son premier repas était un plateau de choux bouillis, de purée de haricots gris et une tasse d'eau tiède. Des témoins rapportent que Rick touchait à peine à sa nourriture, non pas parce qu'il manquait de nourriture en prison, mais simplement parce qu'il ne pouvait pas se résoudre à manger. Son visage était pâle et sa mâchoire pendait, toujours abasourdi, incapable de croire sa situation. Après des années passées à contrôler tous les aspects de son empire, Rick Harrison était désormais entièrement entre les mains de l'État. Mais ce n'était pas seulement le système qui était contre lui. C'était aussi ceux à l'intérieur. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les prisonniers, le pion Star est là. Lors de sa première nuit, selon un ancien détenu qui est désormais sous protection des témoins, Rick a été continuellement moqué par les prisonniers, frappant contre les murs, certains imitant ses slogans à la télévision, d'autres criant des insultes. « Dites-nous combien vaut mon rein maintenant, Pon King », a crié une personne dans l'obscurité. Un autre affirme avoir entendu quelqu'un murmurer « Vous avez vendu les morts. Maintenant vous êtes des nôtres. » Rick n'a pas répondu. Il était assis dans un coin de sa cellule, les genoux repliés sur la poitrine, marmonnant des mots absurdes, des pensées décousues sur les numéros de catalogue, la poussière et les caisses sans étiquette. Au cours de sa première semaine, Rick a été placé sous surveillance suicide à 2 reprises. Les gardes ont remarqué son comportement erratique. À un moment donné, il a essayé de jeter sa couverture dans les toilettes et a crié qu'elle était trempée de mensonges. Une autre fois, il a essayé de graver quelque chose dans le mur avec un morceau de plateau de nourriture cassé. Les rayures ont ensuite été confirmées par un linguiste légiste comme ressemblant à une ancienne variante du code Morse. Bien que le message complet n'ait pas pu être confirmé, il n'a pas été immédiatement intégré à la population générale. Les autorités s'inquiétaient pour sa sécurité, et à juste titre, car les prisonniers à haut risque deviennent souvent des cibles. Mais même isolément, le harcèlement a continué. Les gardes auraient diffusé des enregistrements d'anciens épisodes de Pawn Stars via le système d'interphone interne et les auraient rejoués tard dans la nuit. Un rapport affirmait qu'ils avaient modifié le son pour inclure des cris étouffés et des murmures déformés sous la voix de Rick. Déclin physique et psychologique. Rick a commencé à perdre du poids rapidement. L'homme qui appréciait autrefois les dîners somptueux à Las Vegas rétrécissait désormais, son visage décharné, ses mains tremblantes de malnutrition ou de manque. Des dossiers médicaux divulgués plus tard ont montré qu'il avait perdu près de 30 livres au cours du premier mois seulement. Ses cheveux sont devenus cassants, ses gencives saignaient et des lésions sont apparues sur ses bras, probablement dues au stress ou aux conditions insalubres. Mais les signes de dépression psychologique étaient encore plus préoccupants. Au cours de la 3e semaine, Rick aurait parlé à quelqu'un qui n'était pas là, faisant référence à cette présence comme étant Chester, peut-être une référence à un personnage historique ou à un produit déformé de son esprit fracturé. Parfois, il se disputait violemment avec Chester. D'autres fois, il murmurait à Chester, « Ils ne savent pas, Chester. Ils ne savent pas ce que nous avons économisé. » Les psychiatres en prison ont écrit dans leurs journaux de bord que Rick présentait des signes de troubles dissociatifs aigus accompagnés de délires causés par un traumatisme. Pourtant, au lieu de recevoir des soins, il a été placé à l'isolement pendant 14 jours. 14 jours sans soleil, 14 jours avec de la nourriture poussée par une petite fente de la porte, 14 jours seulement avec le bruit de l'eau qui coule et des rires rauques au loin résonnant à travers les murs de béton. Lorsqu'il est apparu, Rick avait des égratignures sur les bras et quelque chose qui ressemblait à du sang sous les ongles. Il a refusé de parler, n'a pas cligné des yeux pendant de longues périodes et n'a pas répondu lorsqu'on l'appelait par son nom. Puis un jour, il a éclaté. Selon un garde chargé de nettoyer les niveaux inférieurs, Rick a commencé à crier de manière incohérente pendant près d'une demi-heure, criant à propos d'accords avec des étiquettes de prix mort sur les os et d'un empire qui ne dort jamais. Ces paroles furieuses ont été enregistrées par la caméra portée sur le corps d'un gardien et utilisées plus tard dans une enquête interne concernant le traitement des détenus. Dans la vidéo, on peut voir Rick déchirer ses vêtements, gratter les murs et finalement s'effondrer dans le coin de sa cellule, pleurant de manière incontrôlable. Après cette explosion, il a été mis sous sédatif. À son réveil, il a trouvé une photo collée à l'intérieur de la porte de sa cellule. C'était une scène de la première saison de Pawn Stars, Rick souriant à côté de son père, de son fils Cory et de leur compagnon de longue date Shinley. Au marqueur rouge était écrit « J'ai vendu mon âme pour cela. Personne n'a pris la responsabilité.
Personne n'a été puni. À mesure que l'état mental de Rick se détériorait, le système qui l'entourait devenait de plus en plus dur. Les soins médicaux stricts ont été réduits, le soutien psychologique retardé et les gardiens ont pris plaisir à le provoquer. Certains auraient vaporisé de l'eau de Javel près de son lit pendant qu'il dormait. D'autres ont laissé des messages énigmatiques sur son plateau de nourriture, tels que « jugé par Dieu » et « douleur inestimable ». De toute évidence, Rick Harrison n'était pas un simple détenu. Il était un symbole de trahison, l'avidité de l'Amérique ayant été corrompue. Et dans cette prison, les symboles étaient destinés à être brisés. Déclin et la vidéo effrayante. Il ne s'agissait pas de réhabilitation, ni même de punition au sens juridique du terme, mais d'autre chose. Quelque chose de pire, une panne. Un homme qui vendait autrefois de la nostalgie n'avait plus que des souvenirs auxquels se raccrocher. Au moment où la vidéo a été mise en ligne sur Internet, tout a changé. La vidéo n'a pas été diffusée à la télévision. Il n'y a eu aucune annonce officielle, aucun communiqué de presse, aucune fuite précoce provenant de tabloïds ou de blogs clickbait. La vidéo est apparue comme un fantôme dans la machine sur un forum du dark web intitulé Le Pion oublié, téléchargé de manière anonyme. La vidéo n'avait ni description, ni contexte, juste un horodatage, un identifiant d'utilisateur encodé et un titre étrange. Stockage corrompu. En moins d'une heure, elle a été téléchargée des centaines de fois, circulant dans 6 clips sur TikTok et Telegram. En fin de journée, les images s'étaient répandues dans tous les sens du terme. Cette nuit-là, il ne pouvait pas échapper au flux des réseaux sociaux, inondés de réactions affluant de tous les coins d'Internet. Les hashtags ont explosé, hashtag #PonStillAlive, hashtag Rick Harrison faux otage, hashtag #WorstAndes. Ce que les téléspectateurs ont vu n'était pas le choc, mais le portrait d'un effondrement psychologique complet enregistré par une caméra de surveillance bon marché à l'intérieur de la cellule de Rick Harrison. La vidéo durait environ 7 minutes, commençant par des images floues de la cellule avec l'horodatage dans le coin supérieur montrant qu'elle avait été enregistrée à 3h47 du matin. Il n'y avait aucun son, juste le bourdonnement des scintillements statiques et occasionnels du capteur de lumière de la caméra. Rick Harrison était assis dans le coin le plus éloigné de la cellule, presque nu, penché contre le mur, ses cheveux longs et emmêlés, sa barbe hirsute, son corps paraissant décharné, ses côtes saillantes et sa peau pâle. Ses doigts se contractèrent dans un étrange mouvement répétitif, tenant dans une main une petite photographie déchirée, soi-disant une vieille photo du prêteur sur gage gold and silver. Les bords de la photo étaient froissés et endommagés par l'eau, se recourbant comme si elle avait été tenue trop de fois. Pendant près de 2 minutes, il n'a pas bougé, juste un léger balancement rythmé. Puis, sans avertissement, il leva les yeux et commença à marmonner quelque chose. Il n'y avait aucun son dans la vidéo, mais des lecteurs labiaux amateurs en ligne ont immédiatement commencé à l'analyser. Ce qu'il prétendait avoir dit a été confirmé par des analystes vidéo médico-légaux, ils n'ont jamais été des victimes. Ils appartiennent à l'histoire. J'ai préservé ce que le monde a rejeté. Il répéta la phrase plusieurs fois, parfois en chuchotant, parfois en regardant frénétiquement les yeux écarquillés. Chaque répétition semblait plus désespérée que la précédente, comme s'il essayait de se convaincre d'une vérité oubliée. La caméra a légèrement tourné, intentionnellement ou automatiquement, capturant les murs derrière lui dans sa cellule. Il n'était pas seulement souillé par la crasse, mais aussi par quelque chose de plus sombre. Au début, de nombreux téléspectateurs pensaient qu'il s'agissait de moisissures ou de déchets alimentaires, mais certains anciens détenus familiers avec l'établissement ont confirmé plus tard qu'il s'agissait du sang séché de Rick et des personnes qui l'ont précédé. Un moment effrayant s'est produit à 4h26. Rick tressaillit soudainement, laissant tomber la photo et commençant à faire les 100 pas dans sa petite cellule. Il a marmonné contre le muret, à un moment donné, il a frappé le coin, puis s'est tourné vers la caméra. Ses yeux étaient grands ouverts, injectés de sang, fixant directement l'objectif, sans rien dire. Juste un regard vide et creux. Puis il sourit. Pas un sourire de joie ou d'arrogance, mais un sourire lent et déformé qui a surpris les téléspectateurs. C'était un regard qui semblait demander, « Maintenant, tu comprends ?» Puis est arrivé le moment qui a bouleversé Internet. La voix d'une autre personne, à peine audible, pouvait être entendue de l'extérieur du cadre. « Où est ta mère maintenant, roi des pions ?» cria la voix, et Rick tressaillit visiblement. Il recula comme un chien battu, se recroquevillant dans le coin de sa cellule, se mettant en boule. Une seconde plus tard, quelque chose éclaboussa les barreaux de sa cellule. C'était brun et gluant. Certaines personnes prétendaient que c'était de la nourriture.
D'autres ont supposé qu'il s'agissait d'excréments. Quoi qu'il en soit, la tache laissée était indubitable. Rick n'a pas réagi. Il a simplement fermé les yeux et a commencé à fredonner lentement, une mélodie enfantine troublante que certains téléspectateurs ont ensuite identifiée comme une version lente de Star Spangled Banner. À 6h02, il a recommencé à parler, cette fois non pas au mur, mais à la photo. Ils arrivent. Je leur ai dit. Vous n'êtes pas oubliés. J'ai nommé chacun d'entre vous. Maintenant vous serez en sécurité. Dans la coupe. Dans la coupe. Sa main tremblait, tenant la photo comme un artefact sacré, sa respiration devenant frénétique. Puis, d'un ton étrange, il commença à murmurer quelque chose encore et encore. « Chester, ouvre le coffre-fort. Chester, ouvre le coffre-fort. » Le nom de Chester n'avait jamais été publiquement associé à Rick jusqu'à présent, mais comme les téléspectateurs le découvriront plus tard, les enquêteurs avaient récupéré une petite statue surnommée Chester dans le bureau privé de Rick lors du raid sur l'entrepôt. Une figure en céramique utilisée dans de rares épisodes de Étoile de Pion, autrefois appelée en plaisantant sa conscience des affaires. Il semblait maintenant que Chester était devenu autre chose, peut-être un alter ego fracturé ou la voix de la culpabilité à l'intérieur de Rick. La vidéo s'est terminée brusquement. Rick se recroquevilla dans un coin, serrant la photo contre sa poitrine, se balançant au rythme du bourdonnement. Les images et le terrifiant se sont répandus, plus assourdissants que n'importe quel cri, en 24 heures. La vidéo s'est répandue dans tous les grands médias. CNN l'a qualifiée de la séquence de détenus la plus obsédante jamais divulguée, tandis que Rolling Stone l'a décrit comme l'effondrement en temps réel de l'escroc préféré des États-Unis. Les utilisateurs de TikTok ont commencé à susciter des réactions, certains pleurant, d'autres faisant des blagues sombres. Auparavant, Twitter explosait avec des analyses seconde par seconde des images. La vidéo a été disséquée et les téléspectateurs ont demandé ce que Rick essayait réellement de dire. Était-ce de la folie, du regret, de la manipulation? Un utilisateur a souligné un détail effrayant. La photo qu'il tenait semblait avoir un nom inscrit au dos. Avec des filtres améliorés, les détectives ont cru qu'il s'agissait de Michael C. Bien que cela ne soit pas confirmé, certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une référence à Michael Connor, un homme du Nevada disparu en 2011 et dont les dossiers dentaires correspondaient à une partie d'un crâne trouvé dans l'unité de stockage de Rick. Les théories ont fleuri. Certains pensaient que Rick essayait de communiquer avec le monde extérieur, tandis que d'autres pensaient que toute la scène avait été mise en scène par la prison pour briser son esprit, ou par Rick lui-même dans une tentative désespérée de gagner la sympathie du public. Les affirmations suivantes d'un employé de la prison qui a ensuite été licencié et détenu ont été encore plus troublantes. Le gardien a affirmé que la vidéo n'était qu'une des nombreuses sessions enregistrées, les gardiens ayant accès à des dizaines de vidéos. Plus inquiétant encore, il a déclaré qu'à un moment donné, Rick avait tenté de s'arracher les ongles. Une autre fois, il avait griffonné des noms avec du sang sur le sol de sa cellule, les noms des victimes, ou du moins les noms qui, selon cet initié, étaient répétés à plusieurs reprises lors des relèves de garde avec une curiosité morbide. Ils en avaient fait un spectacle grotesque. Les lanceurs d'alerte ont déclaré qu'ils n'étaient plus détenus. Ils n'étaient qu'un divertissement public. Certains téléspectateurs ont exprimé leur horreur et leur réelle sympathie. Personne ne mérite ça, lit-on dans un commentaire populaire sur TikTok. Je me fiche de ce qu'il a fait. C'est une torture psychologique. D'autres se sont montrés impitoyables, il a enfermé les gens dans des cartons et maintenant il vit avec eux, a écrit un internaute. Le karma ne manque pas. Les groupes de défense des droits de l'homme ont publié une déclaration commune appelant à une enquête fédérale approfondie. Les images, disent-ils, pourraient violer les protections du 8e amendement contre les châtiments cruels et inhabituels. L'ACLU a qualifié la vidéo d'extrêmement alarmante. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a appelé à la transparence du système pénitentiaire américain, mais il n'y a eu aucun commentaire officiel, aucune déclaration du département des services correctionnels, aucune confirmation de l'auteur de la fuite de la vidéo. Le silence n'a fait qu'alimenter le feu. Puis vint le coup final. L'étrange citation de la vidéo est apparue sur des t-shirts, des pancartes de protestation et des hashtags, ce ne sont pas des victimes. Ils appartiennent à l'histoire. J'ai préservé ce que le monde voulait oublier. La frontière est devenue tristement célèbre, un mantra déformé répété par les théoriciens du complot, les militants antigouvernementaux et les nihilistes en ligne. Certains y ont vu un aveu. D'autres pensaient que c'était la première étape vers une révélation plus large de ce que Rick croyait vraiment.
Ce n'était pas un criminel. Il était le gardien, le conservateur des sombres vérités. Pour l'instant, aucune autre séquence n'a été rendue publique, mais des rumeurs persistent selon lesquelles il y aurait bien plus. La prochaine vidéo, si elle était divulguée, contiendrait quelque chose de pire, quelque chose d'inregardable, quelque chose qui pourrait éventuellement inciter les gens à s'interroger. Poser une question que personne ne veut poser. Et si Rick Harrison n'était pas qu'un homme tombé? Et s'il essayait de nous prévenir depuis le début? Lorsque les images de Rick Harrison dans sa cellule se sont diffusées pour la première fois, Internet s'est divisé en deux factions, ceux qui voyaient un homme complètement brisé par la culpabilité, et ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'une performance calculée, d'une tentative de manipuler la sympathie du public et d'échapper au poids de sa peine. Mais au fur et à mesure que de plus amples détails apparaissaient, il est devenu clair que l'état de Rick n'était pas le produit d'un seul moment émotionnel, mais plutôt de la lente érosion de son esprit sous une pression psychologique extrême. La question publique controversée n'était pas de savoir si Rick Harrison souffrait, mais de quoi exactement il souffrait. Était-il vraiment en train de perdre contact avec la réalité, de sombrer dans la folie? Ou bien ce comportement était-il un mécanisme de défense, une structure mentale désespérée pour survivre? Qu'est-ce qui était devenu un cauchemar au réveil? Pour commencer à répondre à cette question, vous devez comprendre le monde dans lequel Rick est entré en prison, en particulier le type de prison réservé aux individus de haut statut ou à haut risque. La prison n'est pas seulement un lieu de confinement physique, mais un environnement conçu pour dépouiller l'identité, le but et la personnalité. Et dans le cas de Rick, toute sa vie avait été construite autour de la perception de la façon dont les autres le voyaient, l'appréciaient, l'écoutaient. Maintenant, personne n'écoutait. Aucune négociation à mener, aucune caméra à charmer, aucun accord à conclure. Juste le silence spécifique et le souvenir. Les experts qui ont examiné les images divulguées ont noté des signes de dissociation graves. Le docteur Mara Jensen, psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes chez les détenus, a observé des signes évidents de troubles dissociatifs dans le comportement de Rick. Le comportement de Rick peut être décrit comme une fragmentation des manuels scolaires selon les mots du docteur Mara Jensen. Lorsqu'une personne subit un stress, une humiliation et un isolement continu, l'esprit commence à se protéger en créant des couches de réalité dans la réalité. Ces comportements, tels que se balancer, parler à des objets inanimés, répéter des phrases, sont tous des signes d'une personne se retirant dans un espace mental où elle peut exercer une certaine forme de contrôle. Dans le cas de Rick, ce contrôle semble se manifester sous forme de répétition et de rituels, se balancer, marmonner, s'accrocher à une photo. Tout cela indique qu'un homme essaie de s'ancrer à quelque chose, à tout ce qui lui rappelle la personne qu'il était autrefois, ou peut-être ce qu'il croit être encore. Un élément particulièrement troublant de la séquence est l'utilisation fréquente par Rick de la phrase « ce ne sont pas des victimes ». Ils appartiennent à l'histoire. À première vue, cela peut ressembler à un déni de culpabilité, à une rationalisation. Cependant, certains criminologues proposent une interprétation plus nuancée. Cette phrase n'est pas destinée au public. Ce n'est pas une justification. C'est un écho du monologue intérieur de Rick. Il se le disait peut-être depuis des années alors qu'il accomplissait des actions dont il savait au fond qu'elles étaient mauvaises. Lorsqu'une personne répète quelque chose dans un état de détresse psychologique, le docteur Eric Thomas, psychiatre spécialisé en traumatologie, affirme qu'il s'agit souvent d'un mantra, d'une manière de créer une distance émotionnelle par rapport aux conséquences de ses actes. Cela peut être à la fois un outil de survie et le signe d'un déclin mental irréversible. Ensuite, il y a Chester, le personnage imaginaire avec lequel Rick s'entretient à plusieurs reprises, parfois avec douceur, d'autres fois avec colère. Une entité née, semble-t-il, d'illusion et de culpabilité. Quant à savoir qui ou quoi Chester représente, certains pensent qu'il s'agit d'une personnalité distincte, d'une partie fracturée de la psyché de Rick qui lui permet de détacher ses actions de son identité. D'autres spéculent que Chester est une personne réelle, peut-être quelqu'un avec qui Rick a travaillé, dont l'influence reste profondément ancrée dans la psyché de Rick.